Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On espère que vous êtes en bonne santé, que le fait qu'on lève de plus en plus ces mesures sanitaires, vous retrouvez un petit peu goût à la vie. Par contre, ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est pas aussi simple que ça, en tout cas malgré tout. On espère que vous allez bien. Nous, on va parler de quelque chose qui vous touche également, c'est les prix. Et actuellement, ça flambe un peu partout. On en parle dans Causement Réunionnais. Et pour en parler, donc Marie-Pierre Paris, bonsoir. Bonsoir, Et bonsoir à tous. également Antoine Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Quand on dit que les prix flambent, c'est pas seulement à la pompe. Non, c'est pas seulement à la pompe. C'est clair que les prix, que ça soit dans l'alimentation, que ça soit à tous les niveaux, même les vêtements, les factures d'EDF, les factures d'eau, etc. Il y a une tendance vraiment à la hausse de l'ensemble des prix de consommation courante. Oui. Alors, juste pour faire l'exemple, c'est pas un fruit de la Réunion, le kiwi. Avant, il y a un an à peu près, on achetait un kiwi à 30 centimes. Aujourd'hui, on l'achète un kiwi à 50 centimes. J'ai jamais fait le test sur le prix du kiwi. Moi, il n'y a pas très longtemps, ce que j'ai pu constater, c'est le prix du poivron. Hein, le poivron jaune d'Espagne était vendu à 17,95 € le kilo et le poivron vert de la Réunion à 17,50 €. Autre chose sur lequel j'ai fait une comparaison, sur les fraises en barquette. Avant, on payait ça autour de 3 €. Aujourd'hui, on paye au-delà de 5 €. C'est quand même, il y a plus de, j'allais dire presque parfois, entre 50 et 100% d'augmentation, ce qui est énorme. Tout à fait. En fait, moi, je me suis intéressée au chouchou, puisque on est bien réunionnais, on utilise bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'acheter du chouchou à 8 €, c'est carrément pas possible. Et oui, bon, parce que de toute façon, le chouchou, si c'est un gros chouchou, ouais, c'est un seul chouchou à 8 €. Oui. Ça fait cher. Ça fait cher. Le chouchou. Ouais. Et oui, et les prix, c'est en effet sur les produits d'alimentation, mais c'est aussi nos mutuelles, nos assurances, les billets d'avion, les voitures. Les pièces de voiture, enfin c'est tout. On oublie souvent, en fait, on cite souvent l'alimentation, mais malheureusement c'est le loyer, c'est tout ça, c'est comme Antoine le disait aussi l'EDF et tout. Hein. Je voulais juste faire un clin d'œil à celui qui chantait à la chouchou, à la chouchou, à la belle chouchou. Aujourd'hui, c'est un petit peu embêtant. Et sans qu'il y ait vraiment d'explication cohérente à cette augmentation. Il y a eu le Covid qui explique la première augmentation, et là, il y a cette guerre entre l'Ukraine et la Russie qui est la deuxième explication. Est-ce que c'est une explication réelle, ou est-ce qu'on a tout mis en place justement par rapport au Covid? On a vu que le Covid a permis aux riches de gagner plus. Est-ce que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, enfin entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que cette guerre est aussi une autre action pour faire augmenter les prix? Vas-y, je t'en prie. Alors, moi je vous dirais que je suis associée aux travaux de l'OPMR, j'ai été tirée au sort depuis... On va rappeler c'est quoi l'OPMR? Alors l'OPMR, c'est l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. Et en fait, on a été tiré au sort, donc on a été 50 citoyens mis en place, ça fait 3 ans. 3 années. Et bien avant ça, vous aviez eu la crise Gilets jaunes, et c'est suite à la crise Gilets jaunes que Madame Girardin est venue. Et voilà, et puis elle fait qu'elle écoute devant plein de caméras et tout ça, et puis elle dit « j'installe 50 citoyens ». Et en effet, avant la crise Gilets jaunes, vous aviez la crise Gospar, et puis le chaudron, en fait, différentes crises. Alors, comme ça. Gospar, ça remonte 2008-2009. C'est ça, oui, à peu près. Voilà. Oui. Donc, en fait, ce problème de vie chère, il perdure. Hein. On est bien conscient qu'il perdure. Alors, on va faire une petite leçon d'histoire. On revient à 75. Ouais. Le franc, le CFA devient le franc. Là, il y a en 73 la première crise du pétrole. Donc, dans le monde d'après-guerre, c'est le premier gros, conflit financier qui va vraiment se répercuter sur les prix. Et d'ailleurs, dans les années 80, vont avoir les premiers véritables plans de licenciement en Europe.
quand on voit 2008, une autre crise financière, le subprime. Donc, on voit que à chaque fois, l'argent, quand il n'arrive pas à se remettre de lui-même de ce qu'il fait, il va aller puiser sur les plus pauvres. On crée des crises en fait. On parle de l'augmentation des prix, de l'augmentation de tout un tas de choses. Par contre, ce qui n'augmente pas, c'est les revenus des personnes. Hein, les salaires, ou même pour ceux qui ont des allocations, qui sont aux minima sociaux, ces revenus-là, ils sont stables. Et donc forcément, quand les prix augmentent et que en face vous avez un revenu qui ne bouge pas, eh bien ça rend très compliqué de vivre. Ça rend très compliqué de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. La vie chère à La Réunion, mais dans l'outre-mer en général, hein, parce que c'est vraiment un sujet qui est lié à l'outre-mer, même si aujourd'hui on constate une augmentation des prix également dans l'Hexagone, mais on voit bien que ce sujet de la vie chère, c'est un sujet qui dure. Pour moi, c'est un prolongement. C'est un prolongement de l'histoire coloniale de La Réunion, pour ne pas dire c'est un prolongement de l'esclavage, la vie chère. Il y a vraiment une volonté politique pour que les choses soient ainsi, pour que la vie soit chère à La Réunion. Et c'est enfin, je ne sais pas si c'est un paradoxe ou pas, mais il y a une réalité, c'est que le fossé entre les modestes, ceux qui ont je dirais, des moyens de vivre modestes, et ceux qui sont vraiment dans l'opulence, ce fossé continue à se creuser avec le Covid et aujourd'hui avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on crée des crises justement pour que les plus riches continuent à s'enrichir et que les plus pauvres continuent à s'appauvrir? Il y a une situation qu'on constate, en tout cas clairement, c'est quand il y a un cyclone, quand il y a eu la Covid d'une part, ensuite des cyclones, là on a eu différents passages de cyclones. À chaque fois qu'il y a un cyclone, vous voyez bien que les Réunionnais, ils sont soucieux parce qu'ils ont connu la pénurie et donc ils se dirigent pour acheter de l'eau, enfin les produits de première nécessité. Et là vous voyez que les prix flambent et ça c'est quand même inadmissible que en fait ce fossé, que vous parliez là il y a à l'instant, ce fossé, malheureusement, il soit provoqué de façon... On se demande si c'est pas volontaire d'augmenter les prix pendant les périodes où les gens en ont plus besoin. Et on l'a vu pendant la période Covid, dans un pays comme les États-Unis, même les gens qui étaient à 2500 $ par mois étaient partis faire la queue pour avoir un colis alimentaire, parce qu'à ce moment-là, la couverture sociale n'est pas la même aux États-Unis, et on le voit en France, plutôt en France, non, à La Réunion aussi, les étudiants faisaient la queue pour un repas à 1 €. Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ça pose la question de notre modèle en fait de société. Clairement, depuis plusieurs décennies maintenant, sur l'ensemble de la planète, nous vivons tous dans une société capitaliste. Hein, le capitalisme a envahi tous les recoins de cette planète. Et on le voit bien que pendant cette période de crise, parce que moi j'ai l'impression, somme toute, j'ai l'impression que depuis que je suis né, grosso modo, c'est la crise en permanence. J'ai 45 ans aujourd'hui, j'entends ce terme de crise, même tout petit, quand on est en capacité un peu de comprendre les choses, c'est la crise tout le temps finalement. La normalité, c'est devenu la crise. Et pendant ces périodes où on dit de crise, où il y a beaucoup de gens qui s'appauvrissent, on voit que dans un effet de vase communicant, finalement, les très grandes fortunes de ce monde, les très grandes fortunes de France, les grandes multinationales, elles, à l'inverse, elles s'enrichissent pendant que la population s'appauvrit. Donc effectivement, il y a un mécanisme qui est volontaire. Je dirais que les choses se passent ainsi. Est-ce que c'est cette société qu'on a envie de laisser aux générations qui arrivent derrière nous, une société profondément inégalitaire, une société où les gens de plus en plus se retrouvent à la rue, ne sont pas en capacité de subvenir à leurs besoins, dans un territoire, une île comme La Réunion, où on a aussi entretenu cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. À La Réunion, on ne produit quasiment rien. Et c'est ça qui est incroyable quand il y a ces moments, ces événements internationaux comme ça, où on a une classe politique, une classe dirigeante qui
se pose la question de notre modèle, notamment agricole. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le modèle agricole quand on sait que même les semences, nous ne sommes même pas capables de les produire ici à La Réunion, alors que ça n'a pas toujours été comme ça. Et ce qui est quand même, j'allais dire, blessant pour des citoyens, c'est que cette question d'autonomie alimentaire, par exemple, entre guillemets, on se la pose depuis 20, 30 ans. Ah oui. Et on continue à se poser la question. Et en 20, 30 ans, on n'a pas été capable de proposer une solution. Est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? Et est-ce qu'on veut vraiment arriver à une autonomie alimentaire? C'est ça la question, je pense. Alors, il y a une chose qu'il faut que tout le monde sache, parce que c'est vrai que l'Observatoire des prix, des marges et des revenus est constitué... De quoi est constitué cet observatoire? Alors, vous avez le site internet de l'OPMR, sur lequel vous pouvez aller pour voir cette liste de personnes qui composent l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. Et sur cette liste, donc, depuis récemment, on va dire récemment, puisque ça fait 3 ans uniquement, ça fait 3 ans qu'il y a des 50 citoyens tirés au sort. Mais vous avez également les associations de consommateurs, différentes associations de consommateurs. Vous avez les chambres consulaires, vous avez nos élus qui sont les sénateurs, tous nos députés. Vous avez aussi les responsables de nos collectivités. Ils peuvent aussi envoyer des représentants. Alors nous, pendant ces 3 années, nous avons vu en fait des élus venir aux plénières de l'OPMR. Et ces élus donc étaient présents. Ils ont quand même, ces élus, un pouvoir, selon moi, je parle en mon nom personnel, je ne parle pas au nom des citoyens, des autres citoyens et du peuple réunionnais, mais en mon nom personnel, je pense que ces élus ont un pouvoir décisionnel. Et c'est quand même pas possible que ce pouvoir décisionnel, il ne l'est pas utilisé pour faire appliquer les lois, pour protéger la population réunionnaise contre ces abus. C'est notre, j'allais dire, c'est un petit peu notre serpent de mer à nous, Antoine Fontaine, c'est est-ce que les élus ont un pouvoir de décision à La Réunion? Et s'ils l'ont, qu'est-ce qu'ils en font? Ils ont un pouvoir de décision, bien sûr. Ce qu'ils en font de leur pouvoir de décision, ils n'en font rien. Souvent, lorsqu'il y a une problématique ici à La Réunion, on se retourne toujours vers Paris. Hein, on se retourne toujours vers le gouvernement, alors que dans le statut, je dirais, de La Réunion, dans le statut de nos élus, ils ont cette capacité de prendre des décisions, mais ils ne le font pas. Et donc ça, c'est aussi une mentalité à faire évoluer. Quand je parle de la vie chère et de ce prolongement du colonialisme, eh bien, dans la façon de faire de la politique ici à La Réunion, il y a cette mentalité aussi qui prolonge le colonialisme, cette espèce de paternalisme vis-à-vis de la mère patrie qui est là pour nous protéger. Bien sûr qu'aujourd'hui, nous sommes français. Il ne s'agit pas du tout de remettre en question cette appartenance à notre pays, la France, mais il s'agit de se dire que simplement, nous sommes en droit aujourd'hui d'avoir des élus responsables qui prennent des responsabilités et qui agissent en conséquence pour que ce territoire, La Réunion, se développe enfin et rentre dans le 21e siècle. On est en droit de se demander jusqu'à quand ce traumatisme va peser sur la politique à La Réunion, mais qu'on le veuille ou pas, j'allais dire, le traumatisme Debré existe toujours. Le traumatisme de Bré, bien sûr, qui fait suite à d'autres traumatismes avant. Hein, l'histoire de La Réunion, quand même, je dirais, c'est une histoire de la violence, c'est une histoire douloureuse. Moi, je suis pas dans cette repentance ou dans cette vengeance, mais en tout cas, on peut pas oublier ce passé et on peut pas ne pas en tenir compte et on ne peut pas non plus ne pas dire aujourd'hui à notre pays, la France, que nous sommes un département français au même titre que tous les autres et que ce fonctionnement colonial qui perdure encore aujourd'hui et même dans ces mécanismes de vie chère, hein, on parle souvent de l'outre-mer comme des économies de comptoir, hein, et les économies de comptoir, ce sont l'héritage de ces comptoirs de la période de la colonisation avec la Compagnie des Indes. Et quand on regarde aujourd'hui, par rapport à certaines émissions hein, à la télé, on parle de La Réunion aujourd'hui. Aujourd'hui, La Réunion est connue par un certain nombre de personnes.
Mais on parle souvent de la Réunion comme d'une carte postale, de son volcan, de ses montagnes, de la plage. On ne parle pas d'économie, d'entreprise. On ne met pas en avant la capacité de créer, de produire, de construire. Et ça, cette image carte postale, elle reste. Et oui, à tous les niveaux. On va dire qu'on le ressent à tous les niveaux. Un bachelier qui va, avec son diplôme de bac en métropole, faire des études supérieures, moi je l'ai connu. Cette histoire, on te dit que tu as un bac au côtier. C'est le bac au côtier. Donc je parle du bac, mais c'est à tous les niveaux. C'est les compétences qu'on a, je pense, dans le milieu de la médecine et tout ça, qu'un étudiant a pu acquérir ici pendant ses études. Il va les mettre en application et ça ne sera pas du tout pris et accueilli de la même façon qu'une personne qui sort d'Europe et qui vient à La Réunion et qui a accueilli bras ouverts. Parce que nous, on a la culture de l'accueil. La Réunion. Et il y a un problème aussi, c'est que on est dans une transition aujourd'hui. Il y a une classe politique qui est en train de s'en aller. Il y a une classe qui commence à arriver. Est-ce que cette classe est préparée? Est-ce que cette classe est prête à porter ce qui a apporté, selon vous, Antoine Fontaine? Mais écoutez, je ne me permettrai pas de porter un jugement aujourd'hui là-dessus. Je dirais qu'à cette nouvelle classe politique qui arrive, il faut quand même peut-être pouvoir lui laisser le temps de faire ses preuves. Maintenant, je pense que malgré tout, ce qui est important, c'est que cette classe politique, elle s'engage sur des sujets qui concernent le quotidien de la population réunionnaise. Et c'est vrai que la cherté de la vie, eh bien, c'est un sujet majeur ici à La Réunion, parce que, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, tout a été fait pour organiser la dépendance de l'île vis-à-vis de l'extérieur. Et on retrouve cette même organisation, tout a été fait pour que les Réunionnaises et les Réunionnais soient aussi dépendants de ce système-là, en ne leur permettant plus, par exemple, de cultiver. On voit bien aujourd'hui que les terres agricoles sont prises bien souvent pour y construire du béton et de l'acier défiscalisé, pour faire soi-disant aussi répondre à une problématique de logement qui est bien réelle, mais avec une politique qui, en face des besoins, n'est pas du tout efficace. Ajoutons à cela quand même qu'il y a un fait, c'est que une partie de la population réunionnaise est devenue paresseuse, n'a pas été formée, n'a pas connu le travail, et jusqu'à ce jour, certains n'ont jamais travaillé. J'aime pas entendre. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, je vous écoute. Alors, en fait, moi, je pense que la population réunionnaise, malheureusement, il y a beaucoup de richesses culturelles. On est vraiment, enfin, pour moi, on est vraiment un exemple. La Réunion est vraiment un exemple d'ouverture sur le monde et d'accueil et de savoir-faire aussi. On l'a pas été, on l'est toujours. On l'est toujours, et je pense qu'il faut vraiment aller de l'avant et se dire que malheureusement, c'est pas assez valorisé. Et quand je dis pas assez valorisé, c'est à tous les niveaux. Et c'est vrai que en fait, tout est fait, tout est mis en œuvre pour que justement le Réunionnais reste petit. Le petit créole, le petit ceci, le petit cela. Et ce langage, malheureusement, ne convient pas pour aller de l'avant, ne convient pas pour permettre à la vie chère, au problème de la vie chère, par exemple, d'avancer sur ce problème-là, ne permet pas au niveau de l'économie de créer de nouveaux projets. Et moi, je pense que vraiment, il faut vraiment qu'on soit dans une attitude où on s'ouvre, on montre nos qualités, même si on essaye de nous bâillonner, même si on essaye de nous d'effacer notre histoire, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on reste dans l'action et qu'on continue d'avancer malgré tout. Et voilà, enfin c'est mon avis. Moi je crois également avec Marie-Pierre que les Réunionnais et les Réunionnaises
ne sont pas des personnes paresseuses. Et j'en veux pour preuve qu'on vient les chercher ici à La Réunion pour aller travailler en Australie, parce que les Réunionnais sont extraordinaires au Canada et qu'on en a un grand besoin dans l'Hexagone. Il n'y a qu'à La Réunion où en fait on considère que le Réunionnais est paresseux. Mais pourquoi aussi je dirais qu'on peut avoir cette impression? Parce que aujourd'hui ici le travail à La Réunion n'est pas valorisé. Le travail n'est pas valorisé dans le sens où les rémunérations, qu'il s'agisse du secteur public ou même du secteur privé, les politiques entrepreneuriales ne consistent pas à valoriser l'emploi, à valoriser par tout un tas de manières, et notamment par la voie du salaire, l'emploi des Réunionnais. Vous pouvez avoir des personnes qui travaillent dans des entreprises depuis 15, 20, 30 ans, qui sont payées à peine le SMIC, qui ont beaucoup de compétences mais qui ne sont pas du tout valorisées. Et c'est là où on voit bien que même dans ce domaine-là, il y a ce prolongement de l'exploitation qui continue à le faire. Et donc, quel est l'intérêt d'un individu aujourd'hui à aller travailler dans ce contexte-là, où il est payé avec un lance-pierre, où on lui dit que de toute façon, même si ses droits ne sont pas respectés et que s'il n'est pas content, eh bien qu'il s'en aille, parce que derrière, il y a encore 50 esclaves qui attendent pour pouvoir travailler. Donc, dans ce contexte-là, bien sûr que les gens n'ont pas envie de travailler, et pourtant, je dirais qu'ils sont dans le système D, ils sont dans la débrouille. Tout ce travail qui est fait malheureusement de manière cachée, le travail au noir, parce que effectivement les gens n'ont pas les moyens de survivre dans une société où tout est cher et que les revenus qu'ils ont ne leur permettent pas justement de satisfaire aux besoins. C'est tout un système, c'est tout un modèle qu'il faut revoir aujourd'hui ici à La Réunion, et il serait temps qu'on le fasse. Il serait temps qu'on le fasse aujourd'hui, parce que le temps politique c'est un temps qui est long, et que qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie de laisser aux générations qui arrivent derrière nous. Eh bien, je ne pense pas que les Réunionnaises et les Réunionnais aient envie de léguer comme ça ce fardeau d'une société où les gens sont désunis, où les gens sont divisés. Au contraire, quand on parle avec les uns et les autres, il y a cette volonté justement, il y a ce constat qui est posé, et je dirais maintenant c'est comment on arrive à organiser cette volonté pour changer La Réunion et construire La Réunion du XXIe siècle. On va en rester là parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. De toute façon, je vous invite de nouveau lorsque vous voudrez continuer cette discussion. Merci à Marie-Pierre Paris. Merci à vous, Antoine Fontaine. Merci à vous de nous avoir suivis. On va passer à un autre sujet dans quelques instants. Pour l'instant, on marque une pause. Qu'est-ce qui a amené la création de ces peluches? Ce que l'a mené à la création de ces peluches en particulier, c'est que, comme beaucoup de monde, on a eu des petits-enfants, on a des petits-enfants, et quand Zot est né, on avait des tas de choses, on pouvait choisir des tas de choses à la façon, mais rien, strictement rien de ce qui concerne Zot pays, La Réunion. Rien qui rattache à Zot, à ce pays-là. Donc, et ça, c'est important. Pour moi, on me l'a déjà dit, il est important qu'un enfant il rattache à lui, à son environnement et à sa culture. Donc, on m'a dit, elle est peut-être tout bête, tout simple, mais une peluche qui rattache à lui, à son milieu environnemental et à sa culture, son patrimoine culturel. En l'occurrence, c'était les espèces en grand danger de disparition et les comptines de La Réunion, que j'ai complètement oubliées. On m'a dit, ça, c'est peut-être quelque chose à faire pour nos enfants, à transmettre. Voilà, c'est ça. Comment les enfants accueillent ces peluches qui ressemblent aux animaux de La Réunion? Voilà, les enfants, ils reçoivent cette peluche quand votre mamie, ou votre papy, ou votre maman, papa l'a acheté. Il devient presque, il devient un objet transitionnel, mais peut dire, c'est-à-dire quelque chose, on en a tout le temps avec Zot. Et d'ailleurs, on a des retours de maman et de petits-enfants qui vivent aussi à l'extérieur, par exemple au Canada ou en Suisse, qui envoyait moi des photos avec sa petite peluche. Et le petit maman, il sait ça contre son cœur, il appuie dessus, il fait jouer, il fait chanter, il chante avec Dodo la Minette, Jean-Baptiste la partie la pêche. Et ça, pour moi, c'est le plus gagnant. C'était ce que lui voulait, c'était ce que lui attendait. Ndijou, la transmission des traditions, de la culture, ce que La Réunion a été et est aujourd'hui, ces peluches-là en tout cas, ça doit être une passerelle vers ça? Oui,
je pense que déjà tout petit, bébé, mais je pense que l'enfant, on me disait tout à l'heure, l'enfant a besoin de ce lien-là. Il a besoin, comment dire, toutes nous avons besoin de ce tracé qui met à nous dans notre, il dit, mais pas ça, notre domonité. Domonité, c'est-à-dire, nous avons besoin de choses à nous, qui permettent à nous d'être nous-mêmes. Et si nous n'avons pas ça, eh bien, nous les quand même un peu perdus, nous un peu, comment dire, dans notre personne, dans notre évolution de nous personnellement. Nous n'osons pas cause créole, nous n'osons pas chanter notre petit continent pour marmaille, nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne connaissons pas notre pays. Donc, depuis tout petit, nous avons besoin de ça. C'est un élément de la transmission transgénérationnelle, parce que nos grands-parents ont eu leur peluche, ont eu ces animaux-là. Aujourd'hui, ce sont les enfants. Non, nos grands-parents n'avaient pas, nos grands-parents n'avaient pas ces peluches-là, n'avaient pas ça. Mais il est vrai que nous avions des petites choses que l'été à nous, hein, le petit boîte de sardines avec le petit rubis, les affaires comme ça que nous traînent, que nous fabriquons. Et tout ça, il nourrit l'imaginaire. Même si ce n'était pas des choses de luxe, quand nous t'ai fait ça, nous, quand nous étions petits, c'était quelque chose que nous créions. Nous avions déjà cette possibilité de créer quelque chose, un jouet qui était à nous. Nous l'avions, les vrais aussi, nous l'avions le banc de rivière, nous l'avions tout ça, le banc de ravine, nous ça va jouer, nous l'avions la petite cour, pépé, ou bien papa, maman, nos petites fleurs aussi. Ouais. Tout ça, il fait que quand même, il pense qu'aujourd'hui, de ma génération, nous peut transmettre ces valeurs-là, ces choses-là que les à nous et qui fait à nous. Parce que moi, il ça moins bien, moi. Il ça moins bien dans ce que il est aujourd'hui. Avec ma langue, avec ma culture, avec mon histoire, comme il dit, parce que moi j'ai eu la chance de connaître et d'avoir des portes ouvertes pour ça. Mais si moi j'ai eu cette chance-là, on a un bon peu de marmaille, aujourd'hui on n'a pas cette chance-là. Il pense. Donc, voilà, mais parce que transmettre, c'est un autre devoir, transmettre notre culture, transmettre l'histoire, transmettre tout ça qui fait à nous un monde rayonné, parce qu'on a besoin d'être un monde rayonné. Comment Marie nous voit l'évolution de ces peluches? Mais voir l'évolution de ces peluches, moi j'aimerais que, comme on a un bon peu de monde, il dit à moi, quand il prend une peluche avec moi, qui se fait un papa, il dit, ça c'est une affaire, les à nous, ça c'est une valeur sûre. Quand le monde dit à moi, madame, ça c'est une valeur sûre pour notre pays, la touche à moi. Comme il voit parfois des madames, des mamans, des mamies, des fois, les autres larmes, ils coulent. Parce qu'un petit continent, il y en a dedans, de la minette, Jean-Baptiste, la partie de la pêche, quel coco, tout ça, il raccroche à nous à ce que nous l'étions avant. Et que nous avons besoin de faire connaître, nous avons besoin de donner ça à notre maman. Donc, il voit l'évolution, que de monde y aime, que de monde y apprécie, que bon petit maman, il dit, ça c'est mon petit truc, il est tout le temps avec moi, mais il dort le soir, ça il est avec moi, ça il transmet à moi quelque chose, il donne à moi l'envie de connaître. Et puis les plus grands, maman les plus grands, mais ça va voir c'est quoi Pétrel Barreau, mais ça va voir c'est quoi un lézard vert de Malapani, mais ça va voir c'est quoi un petit merle pays, mais ça va dans la nature, nous cherche avec bonne maman, avec nos parents, nous apprendre aussi ça, il faut aller vers tout ça, il faut protéger ça nous a parce que il dit toujours, c'est notre biodiversité. Et la biodiversité là, c'est l'avenir de l'humanité. Si on ne protège pas la biodiversité, et nous aussi, ça y appartient à tout le monde, au monde entier, la biodiversité. Il faut protéger notre pays, mais en même temps, on protège l'humanité. Voilà ce que j'espère que cette peluche-là va apporter dans notre réflexion, dans notre envie de faire et de protéger et d'aller plus loin.